Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, c'est Pierre-Édouard Vouillamos qui vient nous proposer sa conférence sur le renouvellement, la Rénovation énergétique. rénovation énergétique. Pardon, je te laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Pierre-Édouard Willamoz. Je suis à Mensa depuis 2012. J'ai fait des études d'ingénieur en travaux publics, plutôt spécialisé bâtiment et spécialisé énergétique du bâtiment. Et je travaille dans ce domaine-là depuis 6 ans. Et j'ai eu envie de faire une conférence là-dessus pour Mensa, sur la rénovation énergétique, qui se veut assez ambitieuse, balayer des lois de la physique jusqu'aux dispositifs publics qui sont d'actualité. Je vous propose ce soir déjà de faire une première partie sur les lois de la physique de la rénovation énergétique. Et je vais lancer le diaporama. Tu me donnes la main peut-être Oui. Alors, partager. Attends. Paramètres de réunion. Alors, si quelqu'un peut m'aider. Non, c'est toi qui l'apprends tout seul. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bon. Alors, attends, hop. Nickel. Donc, comme annoncé juste avant, la rénovation énergétique, des lois de la physique aux dispositifs publics, une conférence plutôt dense. On fera donc juste la première partie des lois de la physique. Et accrochez-vous, ça va démarrer. Déjà, quand on parle de loi de la physique pour la rénovation énergétique, on parle d'énergie et plus précisément de thermodynamique. Et là, on va distinguer donc deux échelles. En fait, la thermodynamique, ça décrit les échanges d'énergie, de température, de pression dans les constituants de la matière. On peut la regarder, cette matière, à une échelle macroscopique, à notre échelle à nous, où on va avoir des grandeurs continues comme la pression, la température, la puissance. Et puis, on peut la regarder à l'échelle microscopique. À cette échelle-là, en fait, on a des particules qui vont aller un peu dans tous les sens, s'entrechoquer, alors qu'à notre échelle, la matière paraît continue. Et donc, il y a la notion d'énergie qui rentre assez vite en compte. Et l'énergie, c'est compliqué en physique à définir. On dit que c'est la grandeur qui mesure la capacité d'un système à changer d'état. Vous roulez en voiture, pas de bol, vous avez un accident. L'accident déforme la carrosserie de la voiture. C'est parce qu'en fait, l'énergie cinétique s'est transformée a fait que le système voiture a vu son métal se déformer, sa structure se déformer. On parle d'énergie cinétique pour la vitesse, on parle d'énergie potentielle. Donc là, sur cette image, c'est une rampe de skate où, juste par la gravité, on va acquérir de l'énergie cinétique, mais perdre son énergie potentielle pour ensuite regagner de l'énergie potentielle en remontant la rampe de l'autre côté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on parle d'énergie et à la fois, ça fait référence à une fonction d'état, c'est-à-dire une fonction qui va être continue et puis qui va varier dans le temps. Et on fait aussi référence à une quantité qui est échangée entre un système et un autre. Le système, ça peut être le bâtiment, et l'extérieur, c'est donc l'environnement du bâtiment, ou dans le bâtiment, ça peut être chaque mur entre eux, c'est un système qui peut échanger de l'énergie. Et donc, cette quantité d'énergie qui est continue et l'énergie qui s'échange. Et l'énergie qui s'échange, en fait, il y a deux formes. Quand on parle de chaleur, c'est que nos particules qu'on a vues juste avant, qui sont agitées les unes par rapport aux autres, elles peuvent transmettre leur agitation aux autres particules en
en les frappant. La particule en touche une autre, elle lui transfère de l'énergie, etc. Et puis, il y a une autre forme d'échange d'énergie, c'est le travail. Donc là, toutes nos particules, on arrive à les faire aller dans la même direction, qui en touche d'autres, etc. En fait, quand il y a un travail, on parle d'échange ordonné d'énergie entre le système et le milieu extérieur, et il y a un déplacement. Dans un moteur thermique, vous brûlez de l'essence, une partie part en chaleur, une autre partie actionne un piston qui lui-même entraîne des roues et vous déplacez le véhicule. Donc il y a vraiment ces deux formes-là pour le transfert d'énergie. Avant d'aller plus loin, il y a une petite notion à avoir bien en tête, c'est la puissance. Quand on parle d'énergie, on fait référence à une grandeur qui ne dépend pas du temps. La puissance, c'est le rapport de l'énergie divisé par la durée. Par exemple, quand vous chauffez votre bâtiment, vous allez avoir la puissance en kilowatts, puis vous allez le chauffer à une certaine durée, en heures. Puissance fois durée, ça donne l'énergie en kilowattheure. Donc ça, on peut le voir sur les factures d'énergie. C'est assez important parce que finalement, on voit que là, on vient de relier une notion de puissance à la notion d'énergie. Et maintenant, on va reparler des transferts d'énergie qu'on parlait juste avant. En fait, la variation d'énergie interne, c'est la chaleur et le travail qui sont apportés ou cédés. Donc, comme j'avais dit là, au début, j'avais dit l'énergie, ça fait référence à la fois à une fonction d'état qui va être continue dans le temps et à la fois du transfert. Eh ben, on a le premier principe de la thermodynamique, la variation de U, l'énergie interne, qui est égale à la chaleur et au travail qui sont apportés au système. Comme vous pouvez le voir sur le petit graphique qui est ici, vous avez une énergie interne qui est à ce niveau plutôt bas. Vous l'apportez de la chaleur ou du travail, l'énergie interne augmente. Et puis sur la partie droite du graphique, la chaleur et le travail sont cédés au milieu extérieur. L'énergie interne du système diminue. Et dans le bâtiment, ça va être ça à chaque fois en fait. C'est-à-dire que vous allez apporter de la chaleur au bâtiment, le bâtiment va céder de la chaleur à l'espace extérieur, et en passant par la notion d'énergie, on peut faire des bilans énergétiques et estimer la consommation du bâtiment. Alors, avant de poursuivre, est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade? Je peux peut-être aller un peu vite. Pas de questions apparemment. Ok. Donc chaleur, travail, énergie, ça peut être un petit peu abstrait. On a la notion de température. La température, c'est une fonction croissante de l'agitation des particules. La température, physiquement, c'est quelque chose qui s'est vu avec la déformation des métaux. Les métaux, plus il fait chaud, plus le métal va se dilater. Et ben, indirectement, le métal donnait une mesure de la température. Et donc, cette notion de température, c'est une fonction croissante de l'agitation des particules. On revient à notre échelle de base. Et la chaleur, la température, elle apparaît aussi dans l'équilibre des transferts de chaleur. Vous allez avoir deux systèmes à une température différente. Ce n'est pas l'énergie interne, c'est la température qui fera l'échange entre les deux systèmes. Il y a un lien entre température et chaleur, et puis énergie interne. La variation d'énergie interne est proportionnelle à la variation de température. Donc là, sur la slide, c'est delta U est égal à CV delta T. Donc, on a un CV, on augmente d'un degré, proportionnellement, l'énergie interne augmente proportionnellement. Il y a aussi une autre notion qui est à savoir, c'est que quand il y a un changement d'état, qu'on passe de solide à liquide, de liquide à gazeux,
il y a aussi de l'énergie qui est mise en jeu sans qu'il y ait augmentation de la température. Typiquement, quand vous faites fondre des glaçons pour rafraîchir de l'eau, le glaçon solide monte en température. Quand il atteint 0 degré, il fond. Il reste à 0 degré tout en absorbant l'énergie du milieu extérieur, donc de l'eau, jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu, puis il se remet à monter en température. Ce ne sera pas le même coefficient de proportionnalité, mais c'est une propriété intéressante de la matière, le fait que le refroidissement ou l'évaporation se fait à température constante. Vu que delta U égale CV delta T, qu'on a vu juste avant que la variation de U, c'était la chaleur ou le travail reçu, eh ben, on peut relier la variation de la température à la chaleur qui est reçue par le système. Par contre, il n'y a que 3 modes de transfert thermique, 3 modes de transfert de chaleur. Il y a la radiation, la convection et la conduction. Donc, dans ce qui va suivre, on va voir ces 3 modes de transfert thermique et leur importance dans le bâtiment. Les échanges radiatifs, ils sont assez importants à une température élevée, beaucoup moins à nos températures actuelles. En fait, donc, pour bien comprendre, on a ce qu'on appelle un émetteur et un récepteur. En fonction de la température de l'émetteur, il va émettre une onde électromagnétique. Et lui, le récepteur, il va en réfléchir une partie, en transmettre une autre et en absorber une dernière partie. On a les coefficients R, T et A pour réflexion, transmission, absorption. Si on fait la somme de ces coefficients, on obtient 1. Rien ne se perd, rien ne se crée. L'émetteur, lui, donc, il va émettre de la chaleur pour différentes raisons. Il peut y avoir une combustion, comme quand on fait des flammes, en fait. Il peut réaction nucléaire, le soleil, c'est ce qui se passe, en fait, pour émettre un rayonnement électromagnétique. Et puis, il y avait un modèle en physique qu'on appelle le corps noir, c'est-à-dire que on va avoir un récepteur, il a uniquement de l'absorption à 100%, pas de transmission, pas de réflexion. Bah lui, en fait, il va monter en température et c'est juste parce qu'il a une certaine température qu'il va émettre un rayonnement électromagnétique. Généralement en infrarouge, donc on ne peut pas le voir. En revanche, avec des lunettes infrarouges, on peut déceler le rayonnement. Et c'est ce qui se passe avec soit les thermographies des immeubles, soit avec les lunettes infrarouges pour repérer les animaux dans la nuit. Et donc, il y a ces échanges radiatifs. Et ils vont poser quelques problèmes. C'est que selon les matériaux qu'on va utiliser, certains matériaux vont facilement émettre de l'énergie. Ils ont un coefficient E pour émission. Et puis, d'autres, ils vont plutôt absorber. Par exemple, l'aluminium, il a un coef E de 0,3, un coef A de 0,4. Donc, il va avoir tendance à plus absorber de l'énergie qu'à en émettre au niveau électromagnétique. La brique, elle émet plus qu'elle absorbe. Le carbone, qui est noir, il a une absorption de 1. Le verre, lui, son absorption A, vous voyez, elle est très faible. C'est normal, le verre, il laisse passer la lumière. Le bois, c'est à peu près équivalent. Ce qui nous intéresse là, c'est que selon les matériaux qu'on peut utiliser en façade, le confort d'été ne sera pas le même. Si vous utilisez de la brique va relativement bien émettre de la chaleur et elle va en absorber moins, donc il y aura un meilleur confort d'été. L'aluminium, par contre, il va beaucoup plus absorber la chaleur. Et son émission est faible. C'est ce qui explique que les couvertures de survie, elles sont en aluminium, alors qu'elles sont moins d'un millimètre d'épaisseur.
Et les radiations, donc on a vu émetteur, récepteur, mais en fait, tous qu'on est ici, on est émetteur et récepteur. Quand vous allez avoir un plancher, vous allez avoir un plafond, vous avez une différence de 4 degrés. Alors là, c'est l'exemple numérique, c'est juste pour l'exemple, c'est pas réaliste. Quand vous avez un plancher et un plafond, au mieux, vous avez 0,5 degrés de différence entre les deux. Mais ça se calcule en fait. Ça se calcule la radiation de l'un vers l'autre, donc toujours du chaud vers le froid. On serait sur un flux de 200 watts d'énergie perdue. Le corps humain, il émet 100 watts en permanence. Et ben, face à une surface qui viendrait lui prendre 200 watts, ça créerait une sensation de froid. Et comme on l'a vu juste avant, finalement, le coef E et A, c'est plus ou moins d'émission ou d'absorption. Donc, il y a déjà, quand on crée le bâtiment, la façon dont on le vit, une petite réflexion à avoir sur l'absorption et l'émission de chaleur pour garantir son confort thermique. Alors, dans le rayonnement, là, on est sur, on dépasse un peu le cadre émission-absorption. Pour vous donner des petites idées sur le rayonnement solaire, donc là, on est sur un rayonnement qui vient de loin, mais qui est très puissant. En fonction de la course du soleil dans l'année dans le ciel, le soleil d'hiver est plus bas, le soleil d'été est plus haut. Quand c'est plus haut, c'est beaucoup plus concentré. Par exemple, vous voyez là, ici, là, on est sur une distance qui... Bon, là, c'est quasiment la même distance, mais là, c'est concentré en moins de surface que ici. Donc, l'hiver, c'est intéressant de faire rentrer le soleil dans le bâtiment. L'été, c'est plus intéressant d'éviter qu'il rentre. Donc, il y a des solutions techniques comme le pare-soleil ou les stores pour permettre l'hiver une rentrée de chaleur et l'été, éviter que le bâtiment surchauffe. Quand on regarde dans le ciel le soleil, l'hiver, en fonction de notre latitude, l'hiver, on va avoir une course du soleil comme ceci. L'été, au 21 juin, on va avoir une course comme cela. Vous voyez, une course qui est quand même plus longue. Le soleil est plus haut, plus de rayonnement. Et quand on fait le bâtiment, on tient compte de ces aspects-là pour régler la casquette solaire, pour éviter qu'il y ait une pénétration trop forte. Si on ne règle pas la casquette solaire, c'est anticiper le besoin en refroidissement qu'on va avoir. Et puis, quand on est en milieu contraint, en milieu urbain, on regarde aussi les masques solaires, c'est-à-dire la présence de bâtiments très proches dans l'environnement proche qui pourraient faire obstacle au soleil. Et là, comme vous pouvez le voir ici, finalement, l'hiver, il y a assez peu de masques solaires parce qu'il y a juste cette partie-là qui est masquée et celle-ci. Alors, dans le reste des saisons, les deux bâtiments qui sont à gauche et à droite de notre point de vue vont quand même masquer le soleil, fort heureusement, à des heures quand même assez basses dans la journée. Donc, si on devait résumer cette partie pour le rayonnement solaire, donc émission, absorption, et puis ensuite protection du soleil l'été, tout en garantissant une pénétration optimale du soleil l'hiver. C'est important. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc là, on va passer maintenant à une autre forme de transfert thermique. C'est la convection. La convection, c'est le fait que l'agitation thermique, quand elle arrive dans l'air, dans un milieu fluide, ça peut être aussi de l'eau, elle va réchauffer à proximité les particules. Celles-ci vont être moins denses, elles vont s'élever, et puis ensuite elles vont aller être au contact d'autres parois froides, elles vont
elles vont se refroidir et puis donc regagner en densité, elles vont hop, redescendre, et ça va créer des mouvements d'air en fait, un peu circulaires sur une paroi. Alors la convection, c'est qui se fait donc naturellement dans le bâtiment et à l'extérieur du bâtiment. Ça se calcule très simplement, il y en a une formule, donc un coefficient fois une différence de température entre la paroi et le fluide. Et petite subtilité, c'est que ce coefficient, il peut être très important quand on commence à avoir du vent. Quand on commence à avoir du vent, ça vient sur la paroi extérieure, le vent va arracher la chaleur en fait et, et la transférer donc dans le reste de l'environnement. Et du coup, ça va nécessiter un plus grand besoin en chauffage du bâtiment. La convection, c'est pas la partie sur laquelle on passe le plus de temps en rénovation, parce que généralement, le problème de la rénovation, c'est que le bâtiment est déjà existant. Par contre, sur du bâtiment neuf, ça peut être une partie très importante, parce qu'on peut vraiment optimiser la forme des pièces de manière à ce que l'été, avec un minimum de vent, on puisse maximiser la chaleur enlevée au bâtiment. Et ça, c'est très important, surtout dans les milieux tropicaux, où là, on a carrément des projets de recherche pour définir la meilleure architecture possible. Et après la radiation et la convection, on arrive à la troisième mode de transfert thermique, c'est la conduction. Alors, la conduction, ça se passe dans un matériau solide. C'est un transfert thermique spontané d'une région de température élevée vers une région de température plus basse. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, en fait, là où vous avez un écart entre une température élevée et une température basse, vous allez avoir un puissant flux de chaleur qui va partir de l'endroit où c'est élevé à la température où c'est bas. À l'inverse, si la température il n'y a pas une grosse différence, le flux de chaleur sera moindre. Si on a bien un écart important, mais que c'est loin, que c'est éloigné, le flux de chaleur sera moins important. Par contre, donc, si on est sur un faible écart de chaleur, mais que les deux points sont très proches, le flux de chaleur sera important. Pour comprendre la convection, donc, on est sur la différence de température entre deux points, différence de distance, et un coefficient qu'on appelle le lambda, qui exprime à quel point le matériau laisse passer l'énergie. Vous avez du béton, pas de problème, le matériau laisse vraiment passer la chaleur d'un point à un autre. Vous avez de la laine de verre, et ben non, là, on est sur beaucoup plus de résistance thermique qui empêche le flux de chaleur de passer. Mais il passe quand même, il est moindre. Nos matériaux, on les verra juste après, mais on a parlé de transfert thermique, c'était la partie Q de l'équation d'avant. On a aussi parlé d'énergie, c'est la partie gauche. Donc, on peut faire un bilan énergétique sur notre paroi. On a un flux de chaleur qui rentre, on a un flux de chaleur qui sort. Delta U, on a vu que c'était un C fois un delta T, donc la différence de température. Donc là, c'est comment va évoluer dans le temps la température. C'est en fonction de la chaleur qui rentre, moins la chaleur qui sort. Ce terme-là, la chaleur, on a vu dans la slide d'avant, c'est la différence de température sur la différence de longueur. Ça, c'était une puissance. Donc, il faut multiplier par la durée. Je vous passe les détails techniques, mais on arrive à établir donc, ce qu'on appelle l'équation de la chaleur. La variation, on a une petite faute, de température en fonction du temps, qui est égale à la dérivée seconde
de la température par rapport à la répartition spatiale de la température. Donc ça, c'est une équation assez fondamentale en physique. Ne vous inquiétez pas, dans ce qui va suivre, on va juste faire des cas particuliers qui illustrent à quel point ça peut être puissant, les transferts thermiques en fonction de la résistance, en fonction de la différence de température. Du coup, le lambda qu'on a parlé juste avant, donc, qui s'oppose ou qui facilite la migration de l'énergie à travers le matériau, il y a différentes valeurs. Par exemple, le béton, on est à 2. Le bois, on est à 0,2. La laine de verre, 0,04. Le polystyrène expansé, 0,032. Donc le béton, c'est 10 fois plus conducteur que le bois. Quand on achète les matériaux, par contre, souvent ils ont une épaisseur. En divisant l'épaisseur par le lambda, on obtient la résistance thermique surfacique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous avez un projet d'isolation, vous allez voir le R sur les fiches techniques des matériaux que vous allez acheter ou que l'artisan va acheter. Une maison bien isolée aujourd'hui, c'est un R de 3 pour les murs, de 4 pour le plancher bas et de 6 pour la toiture. Et du coup, pour un mur, on est sur du 10 cm. Pour la toiture, on est plus sur 20 cm d'un bon isolant. Isolant type laine de verre ou polystyrène. Bien sûr, l'isolant, ça peut être aussi de la laine de bois, de la laine de chanvre. Il y a des biomatériaux aujourd'hui qui sont très bons et puis qui ont d'autres propriétés pour justement permettre au bâtiment d'absorber l'humidité et puis de la relâcher quand le milieu est moins humide. Par contre, le béton, on oublie. Pour isoler, même avec une épaisseur de 20 cm, ça n'isolera pas du tout. Qu'est-ce qui se passe dans le matériau? Quand on est dans le bâtiment, il fait 20 degrés. Dehors, il fait 5. Et à travers le mur, eh ben, on va avoir une relation linéaire, en fait. La température monte graduellement au fur et à mesure qu'on avance dans le mur, jusqu'à atteindre les 20 degrés qui sont à l'interface entre le mur et la pièce, et l'air. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que la formule de la convection qu'on a vue juste avant, elle rajoute une petite résistance thermique additionnelle. Donc, à l'intérieur, le mur il sera peut-être à 19, alors que l'air sera à 20. Et à l'extérieur, la paroi du mur sera peut-être à 6 degrés, alors que l'air est à 5. Mais en tout cas, ce qui est important à saisir, c'est vraiment ce lien linéaire. Linéairement, la température augmente dans le mur. Là, on est sur un mur en béton, donc 20 cm de béton. On est sur un petit studio. Donc, on va dire qu'on est à 2,50 m sous plafond. Le mur fait 4 mètres de large. Pour juste 15 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur, il faut 1500 watts. Là, il faut un bon radiateur électrique. Voilà, un radiateur électrique, c'est 2000 watts. Là, on utilise les 3/4 de la puissance du radiateur électrique. Et toute cette puissance, en fait, elle part à travers le mur. Elle sert à maintenir cette différence de température entre 5 et 20. En fait, quand il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, on divise par la résistance du mur, ça donne le flux de chaleur qui passe à travers le mur. Donc là, on a un flux de 1500 qui part. Donc, il faut un radiateur qui fait 1500 watts pour équilibrer la température de la pièce. Maintenant, autre cas pratique, on a décidé d'isoler. Donc, on a mis 10 cm d'isolant
qui a un R de 3,125. Le béton, il avait un R de 0,1. Comme les éléments sont les uns après les autres dans le sens du flux thermique, pratique, on additionne les résistances thermiques. Là, on a juste besoin de 46 watts pour maintenir la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, on a divisé par 30. On a divisé par 30 le besoin de chauffage. Il y a un petit mais, c'est que, vous voyez, dans le matériau, là, la température décroît linéairement et elle décroît très vite, vu qu'il est isolant. Dans le béton, c'est pas lui qui isole, donc la décroissance de la température est faible. Et à l'interface, on est à 5,5 degrés. Donc, à l'intérieur, pas de problème. Il fait 20 degrés. À l'interface, il fait 5,5. À l'extérieur, il fait 5. Et là, ça pose problème. Parce que dans le bâtiment, vous vivez, vous faites cuire des pâtes, ça crée de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle migre dans le mur. Elle arrive à l'interface à 5,5 degrés. Elle se condense et ça fait de l'eau qui est derrière, entre un isolant et un mur. Progressivement, ça va dans l'isolant et ça va finir par faire pourrir les œufs. Ça, c'est un des problèmes de l'isolation par l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ben, il y avait un autre choix, c'était isoler par l'extérieur. Donc là, on a toujours la même résistance globale, celle du mur plus celle de l'isolant. Par contre, la chaleur, elle rentre dans le mur, donc la température du mur va décroître légèrement. Puis ensuite, dans l'isolant, la température chute très vite. Et là, du coup, ici, on a 5. Là, on a 20. Et là, on a 19,5. Pas de problème de condensation. Tout va bien. C'est génial. Dans les deux cas, 46 watts de puissance nécessaire pour maintenir cet écart de 15 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a un autre cas qu'il faut voir, c'est que là, c'était simple. On avait mur puis isolant, ou isolant puis mur. Quand on a des fenêtres, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu plus compliqué de faire le calcul. En fait, il faut raisonner différemment. Il ne faut pas additionner les résistances, il faut plutôt se dire, j'ai une partie de l'énergie qui passe à travers le mur pour aller à l'extérieur, j'ai une autre partie d'énergie qui passe à travers la fenêtre pour aller à l'extérieur. Donc la puissance perdue à travers notre paroi, c'est la puissance perdue à travers le mur puis perdue à travers la fenêtre. Petit W pour watt, là je parle de l'énergie. Puissance perdue, donc on a vu, c'est delta T sur R. Donc là, avec Excel, j'ai fait 4 cas différents pour bien qu'on se rende compte. Le premier cas, c'est le cas témoin. On a le mur en béton 20 cm, une fenêtre simple vitrage de 2 mètres carrés. Donc là, on perd 1400 watts. Le deuxième cas, on a profité des aides de l'État, on a changé ses fenêtres, on a mis du double vitrage. On perd 1233 watts. En fait, d'avoir juste changé les fenêtres, ça a permis de faire 12% d'économie. C'est rien. C'est vraiment pas le poste de travaux à privilégier. Alors, le troisième cas, c'est le bon élève. On a isolé, on a mis des fenêtres double vitrage. Alors, cette fois-ci,
on ne perd plus que 70 watts. C'est rien. Là, c'est génial. On a diminué le besoin de chauffage de 95% avec ce cas-là. Donc là, c'était le mieux. Et puis enfin, il y a le dernier cas. On a isolé, mais on n'a pas eu le temps de mettre des fenêtres simple vitrage. Donc là, on économise quand même 80% d'énergie, ce qui n'est pas négligeable. C'est moins bien que le cas numéro 3, mais bon, on va quand même l'utiliser parce que ça fait des économies. Et puis l'isolant, si on est un peu bon bricoleur, finalement, c'est juste des plaques à poser sur le mur et puis ensuite à remettre un coup de placo pour fermer. Alors j'aimerais savoir si à ce stade, il y aurait des questions. On a quand même balayé la partie énergie, on a balayé la partie radiatif, la partie convection, la partie conduction. On a vu le cas où c'était à travers un mur simple. On a vu le cas isolation par l'extérieur, isolation par l'intérieur. On a vu le cas avec des fenêtres. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade? Alors, a priori, pas de questions. D'accord. Ah si, alors attends. Dans l'exemple du cas numéro 3, ne risque-t-on pas d'être trop isolé? Alors, c'est un risque. C'est un risque Versus parce que 100 watts de chaleur dégagée par une personne. ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que dans le cas numéro 3, une seule personne suffit à chauffer la pièce. Et le problème, c'est que cette personne, elle peut aussi des fois se faire à manger. Donc, on va être sur 2000 watts. L'été, si on est mal protégé, le soleil, on peut vite être sur du 500 à 1000 watts qui rentrent. Donc, ouais, on pourrait penser qu'on est trop isolé. Après, il y a une chose qu'on ne prend pas en compte dans le calcul comme ça, c'est qu'il y a aussi une perte de chaleur par renouvellement d'air qui est nécessaire parce que sinon, il y aurait trop d'humidité dans le bâtiment et il pourrait y avoir des moisissures. Alors, autre question, on ne peut pas toujours isoler par l'extérieur. Comment peut-on faire pour que l'isolant ne pourrisse pas? Est-ce que prendre du chanvre serait une solution? Absolument, c'est ça. En fait, donc le risque de condensation avec un isolant traditionnel, alors traditionnel, c'est au sens industriel c'est la tradition depuis 50 ans. Souvent, il y a un pare-vapeur, de manière à ce que la vapeur ne rentre pas dans l'isolant. Mais ensuite, ça nécessite que la ventilation soit performante pour évacuer ce surplus d'humidité qui est dans l'air. Si on met du chanvre, le chanvre, il laisse passer l'humidité, il l'absorbe, il la rejette dans la pièce quand la pièce est plus sèche. Donc, ça permet quand même de tempérer le bâtiment. Ensuite, le chanvre, faudra utiliser de la chaux pour enduire et pas du plâtre ni du béton si on veut que ça reste respirant. Merci. Pas d'autres questions, a priori. Ah, oui, non, c'est ça, c'est bon. OK. Bon, du coup, je vais continuer. Là, les exemples, c'était typé hiver. Donc, surtout, c'était typé, ça y est, on a une température d'un côté, on a une température de l'autre. Tout ce qui m'importe, c'est de maintenir cette différence de température. Quand on chauffe le bâtiment, en fait, quand on chauffe le bâtiment, on apporte de l'énergie, enfin, de la puissance. Cette puissance, elle va à la fois réchauffer l'air, elle va aussi réchauffer le mur. Et puis ce qui se passe, c'est que en réchauffant le mur, au début, le mur, il est
il est à la même température que l'extérieur. Donc, il y a peu de puissance perdue à travers le mur. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on chauffe l'air, on chauffe le mur. La température de l'air et la température de la surface du mur, comme ça doit être quasiment la même, c'est elle qui va monter progressivement. Mais une bonne part de la chaleur, comme le mur est plus dense en énergie, ça sert à faire monter le mur et à faire monter l'air en même temps. C'est pour ça que quand on va chauffer un bâtiment qui a une forte inertie, ça met du temps à chauffer. Et puis, au fur et à mesure qu'on chauffe, comme l'écart entre l'extérieur et l'intérieur devient de plus en plus important, on finit à un point où tout ce qu'on chauffe ensuite passe à travers le mur pour aller à l'extérieur. On a atteint le point en fait d'équilibre thermique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, le petit schéma, il vous montre finalement le fait que progressivement, la température monte doucement, tout en accentuant la différence intérieure-extérieure. Une question. Oui. Est-ce que les volets récents sont conçus en se préoccupant des performances d'isolation? Alors, non, les volets récents, on considère que ça rajoute 0,25 au R de l'isolation. Une bonne isolation, c'est un R de 3. Le volet, c'est 0,25 en R. Ça a quand même sa petite importance. Ça rajoute une couche, mais effectivement, c'est la fenêtre, l'ouverture, même en double vitrage, ça restera toujours un point faible pour l'isolation. Un point faible qui est compensé quand l'hiver, ça permet d'avoir une baie vitrée, laisse bien entrer le soleil pour réchauffer l'air, par contre. Et là, sur le... Pardon. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Là, le graphique que je vais vous montrer, c'est un autre cas de régime transitoire pour la température. Là, c'est le cas de l'été. Donc, l'été, on était à 25 degrés, il faisait 22 à l'intérieur, tout était bien. Et puis là, d'un seul coup, il y a le soleil, l'air se réchauffe très vite, il passe à 30. Et bien dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que l'intérieur sera encore à 22, mais le point du mur sera à 30. Le flux de chaleur va donc rentrer assez rapidement dans le bâtiment. Et ensuite, on va établir un nouvel équilibre, en fait. Donc, c'est la courbe qui est jaune moutarde, où l'écart, de nouveau, sera de 3 températures entre l'intérieur et l'extérieur, et ça ne bougera plus. Donc là, en fait, avant, on avait vraiment cette température intérieure qui montait, puis qui permettait d'établir la courbe. Là, on a un point de la courbe qui d'un seul coup monte à 30, et progressivement, les autres points vont suivre pour établir le régime permanent. Et maintenant, on va arriver à un des derniers points importants de la conférence, qui est aussi à tenir compte en fait pour la rénovation, c'est l'inertie thermique. Donc, quand nos matériaux, ils stockent plus ou moins la chaleur. On avait vu delta U était égal à C delta T. C'est-à-dire que certains matériaux, pour monter de température, il faut beaucoup d'énergie. Et d'autres, en fait, avec peu d'énergie, ils vont monter en température. C'est la chaleur volumique, ça. Ou chaleur massique, ou on peut le décliner ensuite comme on veut. Le béton, il a une forte chaleur volumique. Donc lui, on va apporter beaucoup d'énergie avant qu'il monte d'1 degré. Alors que la laine de verre, ça a une faible chaleur volumique,
un peu d'énergie et tout de suite, ça va monter en température. L'inertie thermique, c'est globalement une bonne chose. Vous avez la météo extérieure, vous avez le soleil, l'ensoleillement qui peut varier assez fortement. Si vous avez une bonne inertie thermique, ça va stocker la chaleur qui est apportée en journée. Le soir, ça va la restituer. Vous avez un bon équilibre. Mais à l'inverse, si vous arrivez de vacances à votre maison, qui n'est pas chauffée, eh ben, selon l'inertie thermique, il vous faudra peut-être 2 jours avant qu'elle arrive à la bonne température pour que ce soit confortable. Donc l'inertie thermique, c'est à double tranchant. Mais globalement, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif. Pour l'habitation principale. Une école, il vaut mieux une faible inertie. Elle n'est pas occupée le soir, elle n'est pas occupée les week-ends, elle n'est pas occupée pendant les vacances. Donc ça dépend, en fait. Et ce qui peut être assez marrant à faire, c'est que finalement, on sait que notre mur, il contient une certaine énergie. On sait que l'air ambiant, il contient aussi une certaine énergie. On partait d'un point de départ où, en fait, tout était à 5 degrés. On a mis le chauffage. Donc, on arrive à la pièce qui fait 20 degrés. À travers le mur, on n'est pas sur le même niveau d'énergie, en fait, le même niveau de température, pardon. Là, la température ici est plus faible que là. Mais on peut calculer la variation de température. On est parti de 5 degrés, on a atteint 20 degrés. On sait que dans le mur, on a une relation linéaire. Donc, quelle est la variation d'énergie entre le moment où tout était à 5 degrés et le moment final? Donc ça se calcule. Et puis, mieux que ça, on peut faire le calcul pour les 3 cas qu'on a vus au début. Le premier mur, pas d'isolation. Le deuxième mur, isolation thermique par l'intérieur. Le troisième mur, isolation thermique par l'extérieur. Alors, quand on fait le calcul, dans le mur 1, on aura stocké 30 millions de joules. Dans le mur 2, on aura stocké 2 millions de joules. Et dans le mur 3, on aura stocké 58 millions de joules. Alors, en fait, on était parti d'un mur 1 qui avait une certaine inertie. Quand on a isolé par l'intérieur, on a dégradé l'inertie. On l'a dégradée parce que finalement, la différence de température dans l'isolant, elle est forte, et dans le mur, elle est faible. Le mur, lui, il est passé de 5 à 5,5. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'énergie stockée. L'isolant, OK, il est passé de 5 à 20, enfin ici, mais il n'a pas d'inertie. L'air n'a pas d'inertie. Donc, d'ailleurs, vous voyez là, l'air, on est sur 900 000 joules. On n'est pas sur un gros volume. Si on prend un radiateur standard de 1000 watts, 30 000 joules, c'est 4 heures de chauffage. 30 millions de joules, c'est 4 heures. 2 millions, c'est 20 minutes. 58 millions, c'est 8 heures à peu près. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes durées. Alors attention, là, je dis durée, mais c'est faux, parce que quand on chauffe, il y a une partie d'énergie qui part. Au début du chauffage, il y a peu d'énergie qui part à l'extérieur. Au fur et à mesure, elle en a de plus en plus. Donc, quand je mets 8 heures, en fait, ce n'est pas 8 heures pour chauffer. C'est peut-être 12 ou 14, je ne sais pas. Mais c'était juste un exemple pour montrer que, en fonction de l'inertie thermique, on a plus de temps pour chauffer, on a plus ou moins d'énergie stockée dans le bâtiment, et ça peut changer beaucoup de choses. Notre cas 2 avec l'isolation par l'intérieur, si on laisse le chauffage tourner, on ne va pas atteindre 20 degrés, on va peut-être atteindre 25, voire 30, si on ne fait pas attention.
ça va créer un inconfort en hiver. Après, il va falloir rouvrir les fenêtres. Finalement, on aura isolé et on sera quand même obligé de laisser partir la chaleur à l'extérieur pour le confort. Et à l'inverse, ici, eh ben, ça mettra du temps à chauffer. Donc, l'inertie, c'est bien, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et on arrive à la conclusion donc, de cette première partie de physique du bâtiment. Et là, ce que je vous présente maintenant, c'est pas un mur, c'est le bâtiment. Donc, notre bâtiment, on va avoir du rayonnement solaire qui va arriver. On a de la convection qui va soit enlever de l'énergie, soit en apporter, selon la température de l'air. Dans le mur, c'est de la conduction qui se passe. Donc là, on était sur notre différence de température divisée par la résistance. À l'intérieur, on a de la convection qui s'opère entre un mur chauffé qui va ensuite se refroidir sur le mur qui est froid. De nouveau de la conduction qui va transférer la chaleur à l'extérieur. La convection qui vient arracher cette chaleur et du rayonnement parce que le bâtiment, c'est une surface, c'est radiatif, ça envoie de la chaleur aux autres bâtiments au niveau radiatif, mais aussi sur la voûte céleste. La voûte céleste, on considère qu'elle est à moins 265 degrés. Autant vous dire que le rayonnement perdu, il n'est pas négligeable. Et donc, tout l'art en fait, de l'ingénierie en, fait, en rénovation ou même en conception de bâtiments neufs, ce sera d'avoir un bâtiment qui aura le moins de besoin possible de chauffage, mais en s'assurant que l'été, il ait le moins de besoin possible de refroidissement. Ça, c'est aujourd'hui, parce qu'avant, il y a quelques décennies auparavant, on faisait le bâtiment, on calculait son besoin en chauffage, en refroidissement, et c'était aux chaudières, aux climatiseurs de répondre à ce besoin. Ce que je vous ai montré avant, donc avec les déperditions à travers un mur, on peut calculer la somme des déperditions à travers les murs, les fenêtres, le toit, le plancher bas, et on peut créer un petit modèle de bâtiment. C'est ce que j'ai fait sur un Google Sheets. Je vous montrerai après le modèle. Je vais tout de suite vous montrer les résultats. Mince. J'ai perdu le... Voilà. Je reviens là-dessus. Donc, notre modèle bâtiment à une zone. Donc, on considère qu'il fait... On prend la température la plus défavorable. Par exemple, moi, je vous parle depuis la Savoie. L'hiver, ça sera moins 12 qu'on va prendre comme température de base. On fait la somme des déperditions. On obtient la puissance max qu'on aura besoin. On n'a fait aucun travaux. On est sur une maison de 96 mètres carrés, un truc assez standard. Donc 48 mètres carrés au sol, deux niveaux, 2,50 m de haut par étage. On a besoin de 29 kW. On change les fenêtres, on a encore besoin de 29 kW. Bon, j'isole le toit. Là, on a besoin de 23 kW. J'ai isolé le mur nord. On est à... Hop, Valérie, alors attends, je vais couper le micro. Je continue. Donc, en fait, là, ce graphe, il vous montre que, en fond, plus on isole le bâtiment, plus on réduit son besoin de chaleur. Changement de fenêtre, quasiment aucune réduction du besoin. À partir d'ici, donc on a isolé
on a changé les fenêtres, la toiture, mur nord, mur est et ouest, on a divisé par 2 le besoin en puissance. Là, on isole le mur sud, on a besoin de moins de 10 kW. On isole encore le sous-sol, on a besoin de 4 kW de puissance. Alors, dans le premier cas où on n'avait rien fait, on a besoin d'une chaudière fuel qui soit plutôt bien dimensionnée. D'ailleurs, les chaudières fuel, malheureusement, c'est 25 kW. Donc, à moins 12, la chaudière fuel, elle ne suffit pas. Quand tout est isolé, qu'on a juste besoin de 4 kW, 2 radiateurs électriques suffisent. Et là, dans ce modèle de bâtiment, j'ai tenu compte des déperditions thermiques par renouvellement d'air. Donc, l'isolation, ça peut vraiment, vraiment faire la différence en besoin de chauffage. Donc là, déjà, pour choisir qu'est-ce qu'on prend pour chauffer le bâtiment. Si vous avez un bâtiment, vous hésitez avec une pompe à chaleur, et bien malheureusement, s'il n'est pas isolé, vous serez toujours dans ces eaux-là. La pompe à chaleur ne résoudra rien. Elle devra essayer de délivrer une puissance de 29 kW pour chauffer le bâtiment. Vous avez bien isolé, vous êtes là, votre pompe à cheleur, vous avez juste besoin qu'elle fournisse 9 kW pour chauffer le bâtiment. Et là, ça fait une sacrée différence. Et là, dans le dernier cas, finalement, vous n'avez pas de pompe à chaleur, vous avez juste 2 radiateurs électriques ou vous avez un petit poêle à bois et ça vous suffit largement pour votre besoin. Donc, rien que le calcul de puissance, ce n'est pas du tout la même entre une maison pas isolée et une maison isolée. Et puis là, j'ai fait un calcul de puissance par moins 12, qui était la pire température. Je pourrais faire le calcul par moins 11, parce que l'extérieur se réchauffe, puis moins 10, puis moins 8. En fait, à chaque heure de l'année, je pourrais faire ce calcul de puissance. En multipliant les kilowatts par les heures, j'ai les kilowattheures, la consommation énergétique, ce qu'on paye finalement, ce qu'on paye à EDF si on est chauffé à l'électricité. Eh ben, en fait, ça existe déjà. C'est-à-dire que pour tous les départements en France, on a une base qu'on appelle les degrés-heure. C'est la somme de l'écart entre la température extérieure et la température intérieure. On fixe à 18 degrés par convention. Et quand on a notre déperdition globale du bâtiment, on multiplie par la somme des degrés-heure, on a une consommation approchée à l'année. Et dans notre cas, à gauche, pas de travaux, on est sur 550 kWh. Donc là, on serait classé G au niveau du DPE. Là, on est certainement classé F encore. Donc là, on a fait fenêtre, toit, mur nord. Ici, on commence à être classé D. Là, on a encore classé D. Ici, on a tout isolé. On est A. On a atteint la meilleure note du DPE. On consomme seulement 70 kWh par mètre carré par an. Je vous fais un petit calcul. 70 fois 96 mètres carrés. 6720 kWh. Là, on serait à peu près à 1200 € d'électricité pour chauffer le bâtiment. Et si j'étais à 550, je serais à 9500 € d'électricité pour chauffer le bâtiment cette année-là. Donc, on divise par 9 la facture d'énergie. Et cette consommation d'énergie en France, c'est à peu près 40% de la consommation d'énergie du pays. 40% de la consommation d'énergie du pays, elle sert à maintenir la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est littéralement de l'énergie qui finit par aller dehors, en fait, et chauffer les oiseaux. Alors qu'en
en faisant une bonne isolation, on peut drastiquement réduire le besoin et du coup, l'énergie qui reste, déjà, on en consomme moins, mais aussi on peut choisir les usages qu'on veut vraiment privilégier avec l'énergie. J'ai terminé cette première partie sur les lois de la physique et puis la rénovation du bâtiment. C'est 19h11, j'ai encore le temps. Je pourrais vous présenter la deuxième partie sur les dispositifs publics, mais je pense que c'est le moment de venir prendre vos questions si vous en avez. Alors, on a Jean-Nicolas qui dit: en utilisant cet exemple des différentes étapes d'isolation, dans le cas où l'on doit faire un choix d'isolation, soit par le toit, soit par les murs, soit par le sol, pour des raisons économiques, coût d'installation versus les moyens financiers à disposition, laquelle de ces 3 solutions est à prioriser? Eh ben, je serais tenté de te répondre que j'ai fait un simulateur, donc je peux te donner le lien si tu veux. En fait, ce qui se passe, c'est que la déperdition, le mur, on a une résistance de 3. La toiture, il vaut mieux mettre une résistance de 6. Donc, on va regarder les surfaces, en fait. Par exemple, si la surface des murs est égale à 2 fois la surface du toit, eh ben, le flux d'énergie qui va passer dans les 2 cas sera le même, en fait. Donc, du coup, s'il y a plus d'énergie, si la surface des murs est plus importante est supérieure à 2 fois celle du toit, ça reste très rentable d'isoler par les murs, en fait, avant le toit. Alors, deuxième question, tu pourrais détailler comment sont calculées les notes du DPE? Ouais. Le DPE, c'est dans 2 slides, en fait. Donc, je donnerai le détail juste après. Et est-ce que tu peux transmettre les courbes de degrés heure par département? Ouais, je donnerai un lien, j'enverrai un lien, en fait, sur les bases de données. Donc ça, c'est assez normé, en fait. C'est l'État, quand il établit une réglementation thermique, il utilise des statistiques sur les degrés heure par département. D'accord, écoute, merci beaucoup. Et Jean-Nicolas te répond oui avec plaisir quand tu lui as dit que tu allais proposer un lien pour répondre à sa question. Alors, Ah, attends, autre question. oui, ouais, pas de problème. Est-ce qu'il y a des alternatives à l'ouverture des fenêtres 10 minutes par jour pour renouveler l'air intérieur qui engendrerait moins de déperdition d'énergie? Alors, oui, l'alternative, c'est la ventilation double flux. La ventilation double flux, ça extrait donc de l'air chaud, mais qu'on appelle vicié, parce que il y a de l'humidité, il y a des particules fines du bâtiment. Il est dans un tube qui va aller vers l'extérieur. Et en parallèle, il y a un tube qui vient de l'extérieur qui apporte de l'air neuf. Et ce qui se passe, c'est que les 2 flux, ils se font dans ce sens-là. Et le flux d'air chaud vicié va réchauffer le flux d'air froid neuf sans se toucher. C'est un échangeur de chaleur. Et donc, ça permet d'avoir de l'air frais qui rentre dans le bâtiment, mais il ne sera pas à 5 degrés, il sera peut-être déjà à 12 ou 13 degrés. Donc, il y aura un peu de déperdition, mais beaucoup moins que si on était dans l'ouverture des fenêtres toute simple. Autre question, est-ce que l'humidité a un impact sur le besoin de chaleur? Ouais. Alors, l'humidité, ça, en fait, quand l'être humain, il est dans l'air et il perd de l'énergie par convection avec l'air qui est présent et il perd de l'énergie par radiation avec la surface des murs
la fenêtre de la pièce. Et ce qui se passe, c'est que quand l'air est humide, ça augmente son coefficient de conduction. Du coup, ça augmente le flux de chaleur qui est perdu par l'humain. Ensuite, une différence, c'est que si l'air est chaud, c'est l'inverse. Ce sera plus de chaleur qui sera captée par l'être humain. Merci. Enfin, merci pour les personnes qui posent les questions et merci pour moi aussi. Oui, pas de problème. Du coup, première partie terminée sur les lois de la physique. Maintenant, je vais parler un petit peu des dispositifs publics. Parce que comme l'énergie, c'est 40%, l'énergie du bâtiment, c'est 40% de l'énergie consommée, c'est 25% des émissions de CO2, les pouvoirs publics, ils mettent en place ce qu'on appelle des dispositifs, c'est-à-dire des mesures pour forcer les gens à changer leur comportement. Quand je dis les gens, c'est au sens large, c'est entreprises, ménages, institutions. Et c'est assez compliqué de se repérer dans ce domaine-là. Et avec un peu de bon sens, c'est quand même possible de naviguer. La première chose, c'est le DPE. L'idée, c'est de dire, on a deux bâtiments différents. Il me faut une méthode pour savoir combien ils consomment. Donc, la méthode du DPE, elle va utiliser une même météo, donc c'est standardisé. Elle va utiliser un même scénario d'occupation. Elle va considérer que les humains qui occupent le logement, ils vont se lever à 7 heures, ils vont partir à 9 heures au travail, ils vont revenir à 18 heures, ils vont se coucher à 22 heures. La semaine de Noël, ils ne la passeront pas dans le bâtiment. Donc, du coup, 7 heures, 9 heures, 18 heures, 22 heures, ils ont besoin de 19 degrés. Le reste de la journée, ils ont besoin seulement de 16. On va baisser la température. On va considérer, donc, comme je vous ai dit, on fait la somme des déperditions d'énergie à travers les murs. On considère quand même on considère le flux d'ensoleillement qui va quand même rentrer dans le bâtiment. C'est un chauffage gratuit, le soleil. Ensuite, donc, on arrive à déterminer le besoin en chauffage, mais on mesure aussi le besoin en eau chaude, le besoin en éclairage, le besoin en ventilation aussi, enfin, du moins la perte d'énergie due à la ventilation, la perte d'énergie due aux pompes, que ce soit pour le ventilateur ou que ce soit pour la chaudière. Et on arrive comme ça à obtenir une note, le DPE, la note en kilowattheure par mètre carré et par an. Et selon l'énergie de chauffage, eh ben, on aura une autre note pour les émissions de gaz à effet de serre. En fait, donc, pour répondre assez simple, pour résumer, on fait la somme de l'énergie qui est perdue à travers les murs chaque heure de l'année, et puis l'énergie qui est apportée par le rayonnement solaire. Donc on obtient le besoin en chauffage. Selon l'énergie qui est utilisée, eh ben, ce besoin sera plus ou moins important. Si c'est du gaz, on multiplie la consommation par 1. Si c'est de l'électricité, on multiplie la consommation par 2,3. Parce que les pouvoirs publics ils considèrent que c'est l'énergie primaire qui nous intéresse. Donc, et l'énergie primaire, c'est l'énergie qui est libérée dans la nature quand on actionne en fait la libération de cette énergie. Donc, on casse un atome d'uranium dans une centrale, ça produit de la chaleur, ça chauffe de l'eau, ça fait tourner un alternateur, l'électricité est transportée sur une longue distance, elle arrive chez le consommateur, et ben, on divise par 2,3 l'énergie libérée par l'uranium quand ça arrive chez le consommateur. Par contre, là, on est sur l'électricité. Il y a un taux de CO2 qui est assez faible en France. Donc, on aura une bonne note pour les gaz à effet de serre. Alors que le gaz tout court, certes,
on ne sera pas multiplié par 2,3 l'énergie, mais malheureusement, on aura une note de CO2 qui ne sera pas terrible. Et ensuite, ce qui se passe dans le nouveau DPE, c'est qu'on prend la pire note des deux. Mettons, on a un D en consommation énergétique, mais on a un E en émissions de gaz à effet de serre, et ben, la note finale du DPE sera E. Et là, il y a eu quelques controverses avec le nouveau DPE, des tas de personnes en fait qui faisaient remarquer que avec l'ancienne méthode, ils avaient une note D, par exemple, qui est tout à fait correcte, et puis avec la nouvelle méthode, ils ont un F. Ce qui est dommageable, parce que maintenant, il y a la loi qui interdit de louer les passoires énergétiques. C'est assez complexe, en fait, de savoir qui a tort, qui a raison, parce que l'UFC Que Choisir, qui ont fait des articles là-dessus, ils ont quand même plutôt mis en avant le fait que c'était les diagnostiqueurs qui faisaient des mesures qui n'étaient pas fiables, en fait. Pour un même bâtiment, les diagnostiqueurs qui venaient, ils ne rentraient pas les mêmes paramètres dans le modèle de DPE. Quand on sait le matériau qui a été utilisé, ils vont rentrer exactement le matériau et puis l'épaisseur. Quand ils ne connaissent pas l'épaisseur, ils vont estimer une épaisseur. S'ils ne peuvent pas accéder à ça, ils vont dire le bâtiment a été construit entre telle époque et telle époque, donc par convention, ce sera telle épaisseur de matériau. Et c'est comme ça que petit à petit, en faisant des hypothèses réductrices, on arrive à des écarts de DPE assez importants. Le DPE, donc, c'est un outil de mesure qui déjà n'est pas très fiable par la méthode, parce qu'on fait la somme en fait, des besoins de chauffage, pas au jour le jour, au mois le mois exactement. Donc ça ne prend pas du tout en compte l'inertie. C'est pas fiable parce que les gens ne se chauffent pas forcément à 19 degrés toute l'année. Les gens sont quand même présents dans leur logement en journée, ils ne sont pas tous à travailler. Et en plus de ça, donc, dernier point, c'est que ça dépend du diagnostiqueur qui rentre les données. Mais le DPE, c'est la mesure sur laquelle reposent les autres dispositifs publics. La loi climat et résilience de 2021, elle a statué, elle a dit une rénovation performante, c'est une rénovation où on va s'intéresser à 6 postes de travaux. L'avantage, c'est que ça fixe bien les choses. Si vous avez un projet de rénovation, vous pouvez réfléchir en fait déjà aux 6 postes. Donc ces 6 postes, c'est l'isolation des murs. Vous avez le choix entre intérieur ou extérieur. L'isolation de la toiture. Là, il y a 3 méthodes. Comble perdu, on dépose de l'isolant, on le projette. De toute façon, ce n'est pas un endroit qui sert aux habitants. Isolation sous rampant, donc là, on va mettre des panneaux d'isolant sous la toiture qui est mansardée à l'intérieur. Et puis l'autre version, c'est le sarking. Donc le sarking, on enlève la couverture, on vient mettre les panneaux d'isolant et on remet la couverture, donc briques, tuiles, ce que vous voulez. C'est la plus onéreuse, mais c'est la plus efficace. Après, on a l'isolation du plancher bas. Alors pendant très longtemps, l'isolation du plancher bas, c'était les fameuses isolations à 1 euro, où des entreprises venaient du jour au lendemain pour poser des plaques d'isolant sur le sous-sol. Il y a eu de nombreux abus. Des fois, l'entreprise arrivait, elle isolait la moitié, elle prétendait que c'était largement suffisant, alors que ce n'est pas le cas en fait. Elle partait, donc tout ce qui les intéressait, c'était que le particulier signe un document de fin de travaux, de manière à ce qu'eux, ensuite, ils touchent l'aide financière à la place du particulier. Bon. 4e poste, les fenêtres. Donc là, les fenêtres, pour avoir des aides, il faut passer du simple au double vitrage. Et les aides sont assez faibles, parce que comme vous avez pu voir, ce n'est pas ça qui fait des économies.
5e poste, et pas des moindres, c'est le changement de la chaudière. Et donc là, quand on change la chaudière, on a, on a différents choix qui peuvent se poser. Il y a la pompe à chaleur qui va marcher à l'électricité. Il y a le chaudière bois-bûche, bois granulé. Le système solaire combiné, où en fait, c'est des panneaux solaires thermiques. Il y a de l'eau qui circule sous un panneau en verre qui réchauffe cette eau. Cette eau va ensuite dans les radiateurs. Et puis, que ce soit le bois-bûche ou le bois granulé, soit on est dans un système de chauffage central, soit on est dans un système de chauffage d'appoint. On peut ne chauffer que un poêle à bois si on a un besoin seulement de 4 kW, pardon, ça peut être suffisant. Ce n'est pas la peine d'avoir une chaudière qui va alimenter un circuit de distribution d'eau chaude. Et puis le 6e poste, c'est la ventilation. C'est vraiment important. On ne se rend pas compte, mais en fait, les risques de moisissure, ils sont assez importants. Dans un bâtiment qui était mal isolé, il y avait de la déperdition par des fuites d'air. Bon. Le bâtiment, il finissait par être aéré. La moisissure, elle avait moins le temps de se former. Par contre, un bâtiment bien isolé, qui est hermétique, les moisissures peuvent arriver très rapidement. Donc la ventilation, c'est à ne pas négliger. Après, il y a des systèmes. Par exemple, sur certaines fenêtres, il y a des membranes qui se dilatent, enfin qui se rétractent en fait quand il y a trop d'humidité dans la pièce. Du coup, elles s'ouvrent, l'air peut plus facilement aller vers l'extérieur, et donc il y a une évacuation de l'air. Si c'est couplé en plus avec une ventilation mécanique, c'est parfait parce que la ventilation va aspirer l'air vicié et l'air frais va rentrer à l'intérieur via la membrane de la fenêtre. En tout cas, à ce stade, ce qu'il faut se rappeler sur la slide, c'est vraiment le fait qu'il y ait 6 postes de travaux et qu'ensuite, il y a différents choix qui peuvent être faits dans votre projet. Et après, ce qui est assez important, c'est les aides financières pour solvabiliser les travaux. Et là, il y a différentes façons de les combiner. Par exemple, MaPrimeRénov', c'est l'aide de l'État. Les certificats d'économie d'énergie, c'est une aide qui est mise en place par les fournisseurs d'énergie. C'est le principe du pollueur-payeur. Ils doivent donner des aides à leurs clients pour qu'ils fassent des économies d'énergie. Et puis, au niveau local, en Savoie, par exemple, le département donne une aide. Et ce qui se passe, c'est que certains ménages peuvent passer par MaPrimeRénov' Sérénité et ils ont une aide du département. Et les autres, à l'inverse, ils peuvent passer par MaPrimeRénov' tout court, les certificats d'économie d'énergie et l'aide du département. Alors attention, c'est pas ce qui est à droite, c'est pas forcément plus avantageux qu'à gauche. À droite, c'est quand on veut faire un seul travaux. À gauche, c'est quand on veut en faire au moins 2. Et l'aide est plus importante. Donc c'est vraiment un choix. Je travaille pas en Savoie, mais je travaille en Haute-Savoie. On considère qu'il y a 62 aides différentes que les ménages peuvent prétendre. Parce que là, rien que là, on en a déjà 4. On rajoute ensuite les aides, des fois, des communautés de communes. Et puis en Haute-Savoie, il y a des problèmes de pollution de l'air, donc il y a aussi les fonds air. Mais comme il y a 7 fonds air différents, ça fait 7 aides différentes, mais le ménage, lui, il ne peut pas avoir toutes ces aides. Et heureusement, parce qu'on passerait plus de temps à faire des démarches administratives que des travaux. Nos fameuses aides, elles dépendent du revenu des foyers et puis du nombre de personnes. Alors, il y a un code couleur, je vous l'explique. Des fois, ça peut être un peu déroutant. Mais en fait, vous êtes, par exemple, votre foyer, il y a 3 personnes. On est hors Île-de-France, donc 3 personnes. Et le revenu fiscal est inférieur à 52 000 euros. Et bien dans ce cas-là, on sera MaPrimeRénov' violet. Donc ensuite, il y a des tableaux MaPrimeRénov' qui dit, bah voilà, si vous êtes MaPrimeRénov' violet et que vous voulez installer une pompe à chaleur, vous aurez 2 000 euros d'aide. Donc ensuite, voilà, pour savoir l'aide qu'on peut avoir, il faut d'abord repérer quelle couleur on est
dans ce dispositif d'aide et ensuite regarder dans les tableaux. Donc, on connaît les travaux qu'on veut faire, on sait à peu près quelle aide financière on aura. Maintenant, il faut choisir un artisan qualifié, un artisan qui a un label reconnu garant de l'environnement, dans lequel il y a 5 classes différentes. Il y a les artisans qui vont s'occuper de l'isolation, il y a ceux qui vont s'occuper du chauffage, ceux de la ventilation, ceux qui s'occupent de l'audit énergétique, plutôt des bureaux d'études. Donc, il faut choisir le bon. Pour ne pas simplifier les choses, en fait, RGE, c'est le label créé par l'État. Et ensuite, ce sont des associations professionnelles qui délivrent un certificat. Par exemple, pour le chauffage, l'artisan, si vous cherchez, vous lisez ces devis, il fera peut-être mention de Calipac. Calipac, c'est un label RGE, donc c'est bon. Calibois, c'est aussi un label RGE. Il n'y aura pas forcément RGE sur le devis. Et heureusement, il y a un moteur de recherche. En rentrant le numéro SIRET, on peut tout de suite voir en fait, si l'artisan a une qualification RGE. Donc, si on reprend, on a une situation initiale, c'est le DPE qui la donne. Fiable, pas fiable, il donne une mesure. Hop, on fait un projet de travaux. Ensuite, on regarde les aides qu'on peut obtenir. Ça donne une idée donc, des aides. Après, on contacte les artisans pour qu'ils établissent des devis et qu'ils expliquent. Les devis, donc tout ça, c'est quand même assez complexe. Et donc, il y a un autre service de l'État qui s'appelle France Rénov'. France Rénov', ça permet d'avoir un conseiller au téléphone ou de prendre rendez-vous avec un conseiller pour parler de son projet de rénovation. Donc, c'est moi, mon travail, je travaille au département de la Haute-Savoie. Je mets en place le service France Rénov' dans le département de la Haute-Savoie. Si vous allez sur France Rénov', en saisissant un code postal, vous aurez le numéro de téléphone à appeler. Si vous appelez le 0800 quelque chose, ils vous renverront vers le site. Alors, autant aller sur le site directement et puis trouver le numéro local qui vous correspond. Il y a aussi un annuaire des artisans. Donc, vous pouvez donc là trouver les artisans proches de chez vous. Il y a aussi un champ de requête où vous tapez le SIRET de l'artisan. Vous voyez tout de suite s'il est qualifié ou pas. Et donc, avec ce site, avec ce service, vous pouvez avoir accès à quelques infos pour affiner votre projet. Et puis, en bonus, je peux vous donner une petite... je peux vous expliquer le parcours d'aide concrètement, en fait, parce que c'est assez complexe. Et donc, si ça vous intéresse, ce sera les 2 dernières slides. Mais avant ça, j'aimerais prendre les questions s'il y en a. Alors, a priori, pas de questions, sauf si vous avez envie de les écrire maintenant dans le chat, mais pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord. Alors, je vais montrer les 2 dernières slides. Et puis après, je vous montrerai le petit outil Google Sheet que j'ai mis au point. Alors, en fait, pour un projet on a notre projet de travaux. Donc, on peut cumuler les certificats d'économie d'énergie et la prime rénov'. La première chose, c'est de faire un dossier sur un site web non obligé. Je l'ai fait pour EDF. À peine j'ai décrit mon projet, j'ai rentré mon adresse mail, hop, j'étais passé à l'étape 2, j'ai reçu par mail un cadre de contribution C2E. Donc, c'est le nom du document et il dit, si vous faites ça comme travaux et que vous gagnez moins de temps, vous aurez ça comme aide. Si vous faites ça comme travaux, chaudière bois, vous aurez ça comme aide, d'une autre part. Isolation, vous aurez ça comme aide. Donc, c'est un tableau qui récapitule.
C'est important, ça engage le EDF ou Total ou Engie à vous verser l'aide si vous faites les travaux dans les règles de l'art. À ce moment-là, maintenant, on peut demander un devis à un artisan. Donc l'artisan, il vous fournit un devis. Attention, je ne signe pas le devis. J'ai vérifié que le devis et la note de dimensionnement fournie par l'artisan. Par exemple, pour une pompe à chaleur, l'artisan doit donner une note de dimensionnement. Est-ce que la pompe il vaut mieux une 11 kW? Est-ce qu'il faut une 22 kW? Ça, c'est à l'artisan de fournir le document. Là, il faut vérifier si la note est correcte par rapport aux exigences C2E ou aux exigences de MaPrimeRénov'. Autant refaire le devis à l'artisan tout de suite plutôt qu'à la fin. Je fais un dossier sur le site de MaPrimeRénov'. Donc ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ils m'ont demandé mon numéro fiscal pour savoir combien je gagnais, savoir où c'est que je me situe. Ils m'ont demandé mon adresse. Ils m'ont demandé évidemment mon projet de travaux. Ils m'ont demandé combien ça allait coûter. Donc là, j'ai juste reporté le devis, je l'ai rapporté sur le site. J'ai reçu un mail, accusé de réception, qui me dit « On a bien reçu les éléments. Vous pouvez démarrer les travaux dès aujourd'hui. Attention, ça ne veut pas dire qu'on vous accorde l'aide. » En théorie, l'aide, elle est… S'il n'y a pas de couac, c'est-à-dire que si l'artisan est bien RGE, que le devis que j'ai fourni, je n'avais pas signé le devis avant qu'il m'accorde l'aide, normalement, c'est bon. Il y a 3-4 jours, j'ai reçu une demande de l'ANA qui me demandait mon avis de taxe foncière. Je l'aurais donné par mail. Donc là, maintenant, le devis, je peux le signer. Et c'est important de mettre la date exacte, de mettre la date où on signe, de bien l'écrire manuellement. Manuscrit, c'est manuscrit et signé proprement. Les travaux peuvent démarrer. On réceptionne les travaux, donc étape 8. Ensuite, l'étape 9, c'est de déposer la facture auprès de MaPrimeRénov' et des C2E. Alors les C2E, ils disent oui très rapidement, c'est automatique. Par contre, quand on envoie la facture, il faut envoyer le devis. Et là, il vérifie qu'il a bien été signé après l'émission du cadre de contribution. Il vérifie que la note de dimensionnement est bien correcte. Finalement, c'est après qu'ils sont pénibles. Alors, MaPrimeRénov', ils sont pénibles avant. Et au niveau des infos qui sont assez importantes, même nom, prénom, adresse exacte sur tous les documents. Sur le devis, il faut qu'il y ait nom, prénom, une adresse. Quand vous avez fait votre demande C2E, nom, prénom, adresse. Si c'est au nom de madame et que le devis est au nom de monsieur, ça bloquera. La note de dimensionnement, c'est pareil. Adresse exacte. Il faut bien que ça soit au nom de la personne qui a créé le compte. Donc, si vous êtes en couple, vous vous mettez d'accord sur quel nom va être employé, de manière à ce que ça marche. Quand ils demandent la taxe foncière, c'est pour vérifier que vous êtes bien propriétaire. C'est aussi pour vérifier que le bâtiment a bien plus de 15 ans. C'est une des conditions pour bénéficier de l'aide, que le bâtiment ait plus de 15 ans. Si vous êtes propriétaire en indivision entre les deux membres du couple, il y aura une note à signer, une attestation sur l'honneur comme quoi les deux personnes sont bien d'accord pour effectuer les travaux. Donc, il y a pas mal de petites choses à anticiper. Il me semblait que j'avais une dernière chose à dire, mais je ne l'ai plus en tête. Donc, je vais passer à la dernière slide. Dernière slide qui est issue d'un devis. Donc, là, on a un devis. Donc, parfait. On a le numéro de devis. Par contre, point rouge, mauvais libellé. Il manque ce qu'on appelle l'efficacité énergétique de la pompe à chaleur. Il manque une mention comme quoi l'ancienne chaudière est bien déposée en déchetterie.
Là, on a un numéro de Calipac. Il manquait la mention RGE, mais en fait, finalement, ce n'est pas un problème. La TVA, on a le taux à 5,5, la base hors taxe, le montant de TVA. Donc ça, c'est obligatoire. Ici, on a hors taxe, TVA, TTC, impeccable. La compte, il n'y est pas. C'est bien aussi parce que si sur le devis, on voit qu'il y a déjà un acompte de versé, on considère que les travaux sont engagés, donc il n'y aura pas d'aide. Il n'y aura pas d'aide parce que les financeurs des aides doivent prouver que c'est grâce à leurs aides que les ménages se sont lancés dans les travaux. Donc la condition, c'est de ne pas signer les devis avant d'avoir un document qui dit que l'aide sera accordée. Autre point bloquant, ici, monsieur et madame Williams, il faudrait qu'il y ait un nom ou un prénom concret pour bien finalement se référer à qui commande les travaux. Et c'était la fin de la présentation. Donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors, merci beaucoup à toi, Pierre, pour cette conférence de qualité très, très détaillée. On va couper l'enregistrement et vous pourrez changer ensuite. Alors, hop.